Le sujet des low cost est complexe. Comme ça paraît extrêmement aisé de dire il n'y a pas de low cost, ils sont pas bons, ils se débrouillent mal. La réalité, c'est que pour une compagnie low cost vienne sur un aéroport, il faut payer. Donc il faut faire appel à l'argent du contribuable pour que le prix du billet du passager soit plus faible. Et ça, depuis l'expérience malheureuse de Ryanair en 2003 à Clermont, nous nous y refusons. Néanmoins, mais nous avons travaillé autrement. Nous aurons une compagnie low cost à partir du 21 mai, Flybe, 3 fois par semaine, vol sur Southampton, au sud de Londres, relié par un train rapide à 1h15 environ, et qui amène au cœur de Londres. Le coût du trajet est compris entre 90 et 150 euros. Il y a déjà 2000 inscrits pour ces vols, alors même qu'on n'a pas commencé, et que ce qui était jugé comme le minimum, 5000 passagers, sera forcément facilement atteint, puisque, je répète, déjà 2000 billets vendus. Et puis nous continuons à travailler, et nous allons faire, à partir de cette liaison sur Southampton, un gros travail de prospection, de marketing, par le comité régional du tourisme à Londres. Voilà des choses objectives. Quant à dire que Clermont a un aéroport en déshérence, que ce hub est une catastrophe, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Et je trouve désolant, malheureux, catastrophique même, que des hommes politiques de premier plan tirent à boulet rouge sur un aéroport. Je pense en particulier à M. Hortefeux. Alors qu'il a été membre du comité syndical pendant tout un mandat et qu'il n'a jamais mis les pieds au comité syndical. En réalité, l'aéroport de Clermont a vécu la crise comme tous les aéroports. Il fait aujourd'hui 380 000 passagers par an. On ne peut pas dire que ce soit une catastrophe. Il en faisait 500 000 au mieux de sa forme, parce qu'il ne faut pas compter tous les passagers qui étaient en transit à l'époque à Clermont-Ferrand, qui ne rentraient pas dans l'aéroport. C'est exactement comme si pour la fréquentation touristique de l'Auvergne, nous comptions les voitures qui passent sur l'A75 et qui vont en Espagne. Donc un socle de passagers qui était de 500 000 passagers, qui est tombé à 380 000 passagers, précisément parce qu'il y a une crise économique, et deuxièmement parce que la filiale d'Air France régionale a supprimé des lignes. Et malgré mes interventions auprès des différents ministres, malgré mes interventions auprès de M. Hortefeux, Régional a continué à supprimer des lignes et prévoit d'en supprimer encore en 2012, notamment sur Clermont-Lyon. Que peut faire l'exploitant par rapport à cela? Se battre, essayer de montrer qu'on a besoin de l'avion, mais les compagnies aériennes, en l'occurrence, sont privées, et lorsqu'elles perdent de l'argent, on peut comprendre qu'elles n'aient pas envie de poursuivre. Privées, sauf Air France, parce que l'État est quand même au capital de la société, et Régional est une filiale d'Air France. Néanmoins, aujourd'hui, l'aéroport repart. Nous avons sur le premier trimestre plus 2,8% de fréquentation. C'est de bon augure, même si les vols charters sont en train de diminuer à cause des révoltes, notamment sur le Maghreb. Donc on a perdu un certain nombre de vols. L'équilibre est difficile à trouver. Il faut peu de choses, une crise économique, une révolte en Tunisie ou en Égypte, pour que les flux diminuent. Voilà, un combat difficile, l'aéroport, et plus d'objectivité serait absolument indispensable de la part de ceux qui ne connaissent pas le sujet ou qui pourraient le connaître et ne veulent pas le connaître et se permettent de donner des avis extrêmement négatifs qui affectent profondément le personnel de cet aéroport qui se bat pour faire en sorte que nous ayons une plateforme qui vive et qui vive bien. L'avenir des lignes grande vitesse pour le Massif central est un élément important. Donc pourquoi pas plutôt Bordeaux-Lyon plutôt que Paris-Clermont, où tout ça doit s'échelonner dans le temps. En réalité, aujourd'hui, le Massif central est un grand vide en termes de grande vitesse. Sur une liaison nord-sud, alternative à Paris-Lyon-Vallée-du-Rhône, les choses sont parties, ce qui ne veut pas dire qu'on soit à l'arrivée. C'est-à-dire le Paris-Orléans-Clermont-Lyon verra le jour
normalement à l'horizon 2025, sous réserve qu'on trouve la solution au financement. En attendant, le débat public va s'amorcer en septembre-octobre, et là, il faut appeler toutes les Auvergnates et tous les Auvergnats à y participer. Et pour donner des arguments, la région Auvergne est en train de compléter les études et de donner des éléments sur les retombées économiques, environnementales, en fonction de tel ou tel parcours. Par ailleurs, il y a une association qui s'appelle Altro, que je préside et qui défend, après la réalisation du POC, la réalisation d'un train à grande vitesse, d'une ligne à grande vitesse qui rejoigne l'Atlantique à l'Europe de l'Est, en passant par Poitiers-Limoges, dont la réalisation est déjà décidée, et puis Clermont-Ferrand, Lyon, Turin. Ce projet donc devrait pouvoir voir le jour, puisque la loi Grenelle 2 prévoit un barreau est-ouest post-2020, et qu'on peut penser que ce barreau est-ouest aurait tout intérêt à passer chez nous par le Massif central. Mais il y en a d'autres qui pensent que ce barreau est-ouest devrait relier directement Nantes à Lyon, donc en ne passant pas par le Massif central. Donc ce que nous préconisons, c'est sur ce barreau est-ouest une connexion depuis Brest-Nantes et au sud une connexion depuis l'Espagne, Bordeaux, au niveau de ce Poitiers-Limoges et de Clermont. Et on voit bien que le problème des tracés prend une grande importance à travers ce futur train est-ouest, parce que plus le Paris-Orléans-Clermont-Lyon, celui qui va voir le jour à l'horizon 2025, passera à l'est à l'ouest, et au sud, plus ce sera facile de raccorder avec Transline, y compris donc sur la branche qui viendra de Bordeaux. Là aussi, un combat très dur à mener pour montrer que c'est par le Massif central, c'est par l'Auvergne qu'il y a intérêt à passer ces lignes. Mais j'ai évoqué il y a un instant le financement. Faire attention, parce qu'aujourd'hui, toutes les lignes post-2020, dont les deux dont nous parlons, ne sont pas du tout financées par l'État, ni par l'Europe, qui n'y a un instant T ni met rien. Donc on fait appel aux finances régionales, en particulier, pourquoi pas dans la mesure de nos moyens, mais à 20 millions d'euros du kilomètre dans l'absolu, 7 millions d'euros du kilomètre demandés aux régions, on voit qu'il y a un problème parce que 7 millions d'euros du kilomètre sur un budget total de la région de 645 millions d'euros, on voit bien que c'est dans l'état actuel chose hors de portée. Donc il faut souhaiter notamment que le gouvernement d'une part et l'Europe d'autre part mettent en place des dispositifs de financement de ces futures lignes grande vitesse.